Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons évoquer la figure du peintre Peter Bruegel l'Ancien. Alors pourquoi l'Ancien? Parce qu'il y a un Peter Bruegel le Jeune qui est le fils du premier, donc ça sert à distinguer les deux. Alors c'est un peintre du XVIe siècle, dont on sait en fait peu de choses, même sa date de naissance et sa date de décès, 1525-1569, ne sont pas sûres. Par contre, par sa production, on le considère comme une des quatre grandes figures de l'école flamande, avec Jan van Eyck, Jérôme Bosch et Rubens, et une des principales de l'école d'Anvers. Je rappelle que si l'école flamande en peinture a été si prolifique, c'est que la Flandre était une région extrêmement riche, peut-être la plus riche du monde au XVIe siècle, et que, évidemment, il y avait énormément de commerçants, de banquiers, d'hommes de pouvoir qui commandaient en fait des peintures. C'est un peu la même chose en Italie. Si l'art vénitien et toscan ont été si prodigues, c'est que les cités italiennes ont connu une expansion économique incroyable à partir du XIIe siècle. Alors, on sait peu de choses, je vous dis, de ce peintre. On sait qu'il a fait, comme tous les artistes de son époque, son voyage à Rome. On sait aussi qu'il a été influencé par l'humanisme. Je rappelle que l'humanisme, c'est un courant de pensée qui s'inspire de la redécouverte de la culture gréco-romaine, qui se distinguait en fait de la culture judéo-chrétienne, avec notamment la redécouverte du corps, par le biais de la statutaire antique, corps qui était plutôt caché chez les judéo-chrétiens, et par une démarche aussi scientifique, qui était le propre aussi de la culture grecque, alors que dans la culture judéo-chrétienne, la science ne faisait pas trop l'affaire des religieux, puisqu'elle s'opposait souvent au message divin. Alors la particularité en fait de Peter Bruegel l'Ancien, comme le dit Karel van Mander, c'était qu'il s'est surtout préoccupé de narrer la vie des paysans. Ce qui est totalement nouveau à l'époque, puisque je rappelle que la peinture du XVIe siècle et du XVe siècle représente surtout des thèmes bibliques, des thèmes sacrés, ou alors peint les hommes de pouvoir, via le portrait notamment. Si je prends des grands portraitistes comme par exemple Titien, le Vénitien, il peignait des nobles et des commerçants vénitiens. Son portrait le plus célèbre est le Doge Loredan. Donc, s'intéresser à un sujet aussi simple, aussi prosaïque que la vie paysanne n'était pas courant à l'époque, et on peut dire que Bruegel avait une démarche quasi scientifique, sociologique, ce qui dénotait évidemment une évolution des mentalités. Donc, on va un peu voir des tableaux de cet ancien. Alors, les proverbes flamands, alors là, on a une composition. Si vous connaissez certains tableaux de Jérôme Bosch, on voit que cette composition s'inspire du style de Jérôme Bosch, par notamment la multiplicité des personnages. Ici, on est représenté les 35 proverbes flamands. Donc la multiplicité des personnages, la profusion des détails, et le réalisme même, en tout cas la peinture des choses quotidiennes. D'ailleurs, les proverbes flamands, ça a un côté régionaliste. On est très très loin de l'universalisme judéo-chrétien, avec ses figures un peu majestueuses, hiératiques, solennelles. On est ici, à la limite, proche quasiment de la bande dessinée, avec des scènes de la vie quotidienne et des détails très très précis. Les deux singes, alors moi, cette peinture est assez singulière parce que la peinture animalière en tant que telle, c'est-à-dire qui représente uniquement des animaux, est très rare à l'époque. On va avoir ça notamment à Venise avec le Tintoret, qui va peindre des motifs animaliers, mais globalement, en général, les animaux étaient représentés dans des scènes avec des humains. Par exemple, les chiens, c'était des chiens de chasse,
Beaucoup de peintures avec des chiens de chasse, on en verra une d'ailleurs de Bruegel. Beaucoup moins des chiens d'agrément, mais on en voit un dans le tableau de Van Eyck de 1434, c'est-à-dire bien avant les époux Arnolfini. Voilà un petit chien qui est un chien d'agrément. Donc là, on a cette peinture de singes. Alors on est en Europe, il n'y a pas de singes. Que font ces singes en fait dans cette composition? On voit derrière d'ailleurs le port d'Anvers avec ses bateaux, l'activité maritime. Pas tout simplement, Anvers étant une ville commerçante, elle commerçait avec l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, et à l'époque, certains notables européens étaient friands d'animaux exotiques, et donc de singes. Donc là, on voit des singes, des macaques, qui viennent certainement d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est, hein, et qui illustrent la mode de l'époque. Mais il y a aussi un souci quasi naturaliste dans cette peinture, puisque on ne peint pas des motifs humains, mais là, on a une composition purement animalière. Ce qui est toujours une sorte de motif qui montre l'évolution des mentalités et de rapport à la réalité. Hein. Là, je vous montre la tour de Babel. Donc, évidemment, Bruegel fait partie de son temps, hein, donc il peint aussi des thèmes bibliques. Donc là, on a la tour de Babel. Je vous ai montré ça parce que cette peinture, ce tableau est très célèbre, on le voit souvent dans les livres. On va remarquer, toujours pareil, la précision des détails. On voit ici une activité maritime avec des bateaux, hein, des nefs, qui sont un peu stylisés. On a ici des personnages, et puis derrière, on a un arrière-plan qui est toujours précis. Hein. L'adoration des mages, toujours un sujet biblique, mais même lorsque Bruegel traite des sujets, des thèmes bibliques, il le traite de manière différente. Je rappelle que la peinture de la Renaissance traitait exclusivement de thèmes sacrés et religieux, mais elle présentait les personnages, la Sainte Famille par exemple, de manière majestueuse, solennelle, avec un souci, quasiment un souci de déférence et de respect. C'est pas du tout le cas ici, hein. On voit que les personnages, à la limite, parfois même ont des visages un peu grotesques, hein, avec des trognes véritablement, plus que des visages. On a ici, par exemple, une face un peu désincarnée, qui est un peu la marque de Bruegel. On verra dans un tableau par la suite ce motif des visages un petit peu de ce type. Mais là, on a par exemple une sorte, je sais pas, ça ressemble à une face rubiconde avec des yeux bien ouverts, une moustache, un bon gros vivant. Et alors là, on a cette trogne assez, je dirais à la limite, étonnante. Et ce personnage avec des lorgnons et une sorte de bonnet, moi, qui m'a fait penser à un acteur français. Je sais pas pourquoi, tout de suite j'ai pensé à lui. Je vais vous donner un petit indice. Il a joué dans Le Grand Bleu et dans Léon. Voilà, je pense que vous avez trouvé Jean Reno. Donc regardez, ce personnage de l'adoration des mages de Bruegel, et ici Jean Reno, la ressemblance est frappante, et ma foi, peut-être que ce personnage est un personnage qui a réellement existé, et c'est peut-être l'aïeul de Jean Reno. Enfin, ça c'était pour l'anecdote un peu rigolote. On retombe sur le cycle des saisons, et donc sur l'évocation de la vie paysanne. Alors là, on a le thème des moissons. Alors ça, c'est un tableau qui me plaît beaucoup, parce qu'on a ce côté un petit peu coloré, jaune, qui s'étend à perte de vue. On remarque toujours l'arrière-plan avec ses arbres, avec ses descriptions très précises. Hein. Et on a une évocation, en fait, des moissonneurs qui travaillent ici. On les voit travailler avec la faux. Et ici, par contre, certains se restaurent, boivent, mangent, dorment, coupent du pain. Donc on a ici une vision du labeur paysan assez joyeuse. Déjà dans les couleurs, mais aussi dans leurs actions. Hein. Ils n'ont pas l'air stressés, quoi. Chasseurs dans la neige, c'est un tableau qui me plaît pas mal, parce qu'on a une homogénéité dans les couleurs blafardes,
donne vraiment, qui fait ressortir le froid en fait de la saison. Hein. Donc là, vous voyez, on a des animaux hein, ici, hein, évidemment, des chiens, mais qui ont une fonction de chien de chasse. Et on a là un étang gelé où des personnages font certainement du patin ou s'amusent à glisser. On a une immensité blanchâtre qui est glaçante un petit peu. Hein. Donc là, on voit qu'il y a toujours un souci de réalisme légèrement stylisé quand même. Hein. On voit que les personnages, en fait, sont pas très réalistes, sont stylisés, mais stylisés de manière un petit peu prosaïque, si je puis dire. On n'est pas du tout dans la stylisation des primitifs flamands, par exemple. Un tableau qui m'a... Alors, vraiment un tableau ici, une œuvre qui dénote dans l'œuvre de Bruegel, Le Christ et la femme adultère. Moi, c'est un tableau qui est un peu stupéfiant, parce que c'est un thème religieux, mais traité de manière extrêmement originale. Il y a très peu de couleurs. On a un clair-obscur en dégradé. Et surtout, on a une composition quasi spectrale. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des personnages qui sortent du néant, quoi, hein, ou qui sortent de notre monde, hein, d'outre-tombe, quoi. Hein. L'impression de foule fantomatique, quasi transparente, spectrale, qui donne vraiment une impression singulière, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette œuvre et je trouve qu'elle est très moderne, surtout qu'elle traite d'un sujet quand même religieux, elle traite du Christ. Or, souvent, quand les peintres peignaient le Christ, il y avait une certaine déférence envers ce personnage, sacré, évidemment. Si on voit les peintures, par exemple, de Bellini ou de Mantegna, même si c'est le Christ en croix, on a un Christ qui est toujours majestueux, même si c'est dans une situation tragique. Là, c'est assez étonnant. On a c'est quasiment une peinture fantastique, hein, spectrale. Le repas de noces, 1568, on revient toujours à l'évocation de la vie paysanne. Ici, c'est un banquet pour un mariage. On remarque toujours la précision des détails, notamment au niveau des costumes. Hein. On voit très bien qu'on a une vraie évocation quasiment de la mode de l'époque, avec les couvre-chefs, les habits, les chaussons ou les chaussures. On a des personnages évidemment qui mangent et qui boivent. Il y a un chien ici aussi, donc il y a des détails très très précis. Et puis toujours pareil, on a des musiciens aussi. Avec là, il y en a un qui a un chapeau à plumes. Et puis toujours pareil, une évocation festive de la vie paysanne. Hein. On est proche de Rabelais là, hein, avec des paysans qui font bombance, qui ont des visages bien rondouillards, avenants, pleins d'empathie. On est dans une vision assez idyllique un peu du monde paysan. La danse des paysans, ça vraiment complète en fait le repas de noces. Hein. Toujours en thème festif, la danse, on voit derrière des couples danser. Ici, il y a un couple qui court. Toujours autant de précision dans les vêtements de ces paysans. Ici, on se désaltère et on mange apparemment. Un musicien, donc toujours la profusion des détails, le réalisme notamment au niveau des habits qui est assez étonnant, et même au niveau de l'habitat, et donc une description quasi sociologique hein, de la vie paysanne. C'est ça qui est remarquable chez Bruegel et qui est très moderne, c'est cette sorte de souci en fait du réalisme qui illustre son œuvre. Et enfin, je parlerai des mendiants, 1568. Alors là, c'est un tableau un peu différent, puisque, évidemment, on est
dans un sujet qui est très simple, très prosaïque, très terre-à-terre. En général, à l'époque, c'était très rare de traiter de ce genre de thème, puisque la peinture, je vous le dis, elle était plutôt destinée à représenter ou alors des sujets religieux, ou alors des hommes de pouvoir ou des hommes d'argent. Ici, c'est le contraire, c'est l'évocation en fait des damnés un peu de la terre. Hein. On a ces mendiants qui sont un peu grotesques, hein, qui ont des faces un peu folles. On a l'imaginaire du fou là qui ressort, hein, le thème du fou qui ressort. En général, ils sont amputés, ils n'ont pas de jambes, ils sont clopins. Donc on a une description des mendiants qui est assez, qui est en même temps tragique, mais aussi humaine dans la mesure où Bruegel arrive quand même à humaniser ces représentations. Et toujours pareil, moi je trouve que son trait ressemble beaucoup à la bande dessinée d'aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, et puis retenez que Bruegel est le peintre de la vie paysanne, et qu'il a une démarche quasi sociologique, ce qui rompt avec les habitudes de l'époque. Je vous remercie.